Voici apparaître le Turin du XVIIIe siècle, dans une de ces boules de cristal magiques, comme en ont connu nos grands-mères. L'uniformité des fabriques et des rues principales produit un agréable panorama. Les Turinois sont gens affables. Ils ont déjà des coutumes françaises, y compris l'usage de la langue qui leur est familière. C'est ce qu'écrivait en 1751 l'auteur vénitien de pièces de théâtre Carlo Goldoni, qui visitait Turin. Beaucoup de choses ont changé de nos jours, mais le passé a laissé son empreinte sur le territoire de la ville. Turin est l'un des rares cas européens pour lesquels il existe une véritable correspondance entre plan directeur et réalisation urbaine. L'ancien campement romain a légué à la ville sa forme quadrangulaire caractéristique. De cette époque témoignent certaines survivances architecturales, notamment la porte impériale. Au Moyen Âge, la cité reste presque intacte. La transformation la plus importante étant celle de la porte romaine du côté du fleuve Po, qui devient le château des princes d'Achaïe. À la fin du XVIe siècle, une citadelle est construite en dehors du périmètre de la ville. C'est un chef-d'œuvre de l'art militaire dont il ne reste aujourd'hui que le donjon qui en marquait l'entrée. Au XVIIe, deux agrandissements vers le sud et vers le fleuve marquent le début d'une profonde transformation urbanistique de la cité. Le style baroque imprègne la forme même des palais, ainsi que le développement urbain. Il n'y a que très peu d'autres cités où l'on puisse lire aussi clairement l'histoire politique à travers les réalisations artistiques, et réciproquement. Dans le projet du XVIIe siècle, la Via Nuova, aujourd'hui Via Roma, est un axe essentiel reliant le palais royal à la nouvelle porte de la ville vers le sud. Turin me paraît la plus jolie ville de l'Italie, et à ce que je crois de l'Europe, par l'alignement de ses rues, la régularité de ses bâtiments et la beauté de ses places, dont la plus neuve est entourée de portiques. La nouvelle place, à laquelle se réfère Charles de Brosse, est l'actuelle Piazza San Carlo, pivot du premier développement de la ville. Une des places les plus renommées pour l'harmonie de ses proportions, pour les palais qui l'abordent, pour les colonnes de sa galerie. Deux églises jumelles qui portent l'empreinte de Filippo Juvarra en délimitent le côté sud. Tout le développement de Turin baroque est marqué par la fusion d'éléments sacrés et d'autres laïques en une sorte de contrepoint riche et expressif. Dans les nouveaux agrandissements, les constructions sont regroupées en blocs homogènes et ordonnés. Chaque édifice est construit en fonction de l'échelle urbaine et les détails d'architecture sont pensés en fonction de la perspective. Dans cette ambiance, l'architecte Guarino Guarini insère l'édifice de l'Académie des sciences et le Palais des Princes du Carignano, une des branches de la Maison de Savoie. Ce dernier est construit en briques nues qui soulignent la beauté et l'équilibre de sa masse sinueuse et ondulée, sculptée dans la lumière. Le duc favorise d'autre part les constructions privées. De somptueux palais sont ainsi élevés dont les vastes cours intérieures s'ouvrent parfois sur des jardins.
construction était édifiée pour être la demeure des nobles et porter témoignage de leur rang social. Par la suite, elles sont devenues des sortes de machines à produire des rentes. Les nobles ont continué en général d'occuper le premier étage. Les étages supérieurs sont devenus la demeure de familles bourgeoises, puis, tout en haut, ont été abrités des personnes de conditions plus modestes. À partir de la moitié du XVIIe, commence la construction du Palais Royal, siège et symbole du gouvernement et de la cour. L'édifice, conçu par Amedeo de Castellamonte, s'ouvre au nord sur les jardins royaux, dessinés, comme il avait fait auparavant pour le roi de France, par l'architecte Le Nôtre. Une longue galerie, dont ne subsiste aujourd'hui qu'une partie, reliait le Palais Royal au château médiéval, appelé Palazzo Madama. La place du château voit donc confirmer son rôle symbolique de scène du pouvoir. La coupole de la chapelle de la Sindone, accolée au Palais Royal, et celle de San Lorenzo, autre chef-d'œuvre de Guarini, émergent du tissu du baroque turinois et européen par la répartition de l'espace interne, modelé par des prodigieux arcs entrelacés. Au pouvoir ducal s'oppose la volonté des autorités de la ville. Le nouveau palais municipal turinois naît dans le tissu médiéval, là où se tenait le marché aux légumes. Son architecture tend à visualiser l'aspiration à l'autonomie communale face au pouvoir du souverain. La place municipale sera par la suite entourée de portiques qui la feront s'insérer de manière plus homogène dans le reste de la cité. À l'époque baroque, la place constitue l'espace urbain le plus représentatif. Elle sert de place d'armes et de marché. C'est le lieu où se déroulent les manifestations publiques et c'est encore là qu'arrivent les diligences provenant d'autres villes.